Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Très heureux d'être avec vous pour cette édition en langue française dont voici les grands titres. Au moins 129 personnes ont péri dans des pluies diluviennes qui se sont abattues, notamment dans la partie nord-ouest du Rwanda. Les chiffres continuent à grimper et les équipes sont sur place pour secourir ce qui peut être sauvé. Et puis, selon un décret du Vatican qui date du 23 mars 2023, l'abbé Wenceslas Munyeshaka a été donc radié de ses services au niveau de l'Église catholique où il était au diocèse d'Évreux en France. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, au moins 129 personnes ont perdu la vie dans des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la partie nord-ouest du Rwanda. C'est notamment des pluies qui se sont abattues dans cette partie du pays dans la nuit du mardi au mercredi. Les détails ici, notre confrère Patrick Nyridandi. Une véritable nuit cauchemardesque s'est abattue sur le nord et l'ouest du pays entre mardi et ce mercredi matin. Des pluies d'une rare violence ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et des écoulements de boue. À l'heure du bilan, au moins 115 personnes ont été tuées par les conséquences de ces intempéries d'une rare violence, selon le porte-parole du gouvernement. Les écoulements des eaux et des boues ont eu raison de certaines falaises qui se sont effondrées. La rivière Sebeya a débordé de son lit et a inondé les maisons des riverains, emportant biens et bétail, des fois des victimes humaines, prises au piège du déluge. Le nombre de morts évolue au fur et à mesure que de nouvelles informations sont publiées. En province de l'Ouest, qui semble avoir porté le plus gros fardeau, on parle déjà de 95 personnes mortes, et chez son voisin du Nord, les chiffres parlent déjà de 14 victimes. En district de Nyabihu, les bureaux du secteur Shira et le poste de santé de Shira ont été touchés avec une inondation sans précédent. Les équipements des bureaux ont été gravement endommagés. En district de Karongi, 14 personnes sont mortes, dont la catastrophe. La route de la ceinture du Kivu menant vers le district de Rubavu a été gravement endommagée par la catastrophe, provoquant l'arrêt de la circulation. Les travaux de déblayage de la route sont en cours. L'administration procède à un recensement pour identifier les personnes touchées par la catastrophe. Merci donc à Nyridandi. Patrick, quittons un tout petit peu le pays de mille collines pour nous rendre en France où il a été communiqué que par décret du 23 mars 2023, reçu la semaine dernière, le souverain pontife, le pape François, par sa décision suprême et sans appel, qui n'est susceptible d'aucun recours, à renvoyer de l'état clérical l'abbé Wenceslas Munyeshaka, de nationalité rwandaise, incardiné dans l'archidiocèse de Kigali au Rwanda et résident actuellement dans le diocèse d'Évreux en France. L'abbé Wenceslas Munyeshaka est donc dispensé de toutes les obligations
découlant de l'ordination sacrée, pour ne citer que cela. Mais l'abbé Wenceslas Munyeshaka, pour ce qui est du Rwanda, il a été condamné pour son rôle dans les génocides commis contre les Tutsis par la justice rwandaise. Celui-ci a également été poursuivi à une époque en France pour des responsabilités qui lui incombaient, mais celui-ci avait été relaxé par la justice française. Justement, en France, nous sommes rejoints par Jean-François Dupaquier. Il est journaliste et historien. Jean-François Dupaquier, bon après-midi. Bonjour Élie. Voilà. Alors Jean-François, la décision qui a été prise par le Vatican, tout d'abord, il faut peut-être placer les choses dans leur contexte. Quelle est la faute ou dans quel cadre, ou surtout pourquoi a-t-il été sanctionné par l'Église? Cela a-t-il à voir avec déjà son rôle dans le génocide des Tutsis, ou c'est dans le cadre strictement de l'Église? Eh bien, il faut dire que la situation du père Munyeshaka est assez compliquée, parce que après le génocide, il a été l'objet de 3 instructions judiciaires. L'une menée par le tribunal pénal international pour le Rwanda, la seconde par la justice française puisqu'il était réfugié en France, et la troisième par la justice militaire rwandaise. En 2006, un tribunal militaire de Kigali l'a condamné à la détention à perpétuité pour génocide en compagnie d'un autre co-inculpé qui était le général Munyakazi, qui est ensuite décédé en prison. Mais la sanction infligée au père Munyeshaka était par contumace, puisqu'il était réfugié en France, et que pour des raisons assez compliquées sur lesquelles on ne va pas revenir ici, la justice française refuse de remettre au Rwanda des gens qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le parquet de Kigali. Ensuite, la France a également refusé de remettre le père Munyeshaka, ainsi que Laurent Butshibaruta, qui était préfet de Gikongoro, au tribunal pénal international, en promettant de les juger. C'était en 2006 également. Et puis, malheureusement, eh bien, les instructions judiciaires ont beaucoup duré. Vous savez que Laurent Butshibaruta a été condamné en première instance l'année dernière, mais qu'il a fait appel et qu'il était remis en liberté en attendant cet appel. Et puis le père Munyeshaka, lui, a bénéficié d'un non-lieu au niveau de l'instruction judiciaire pour génocide. En France, il est donc considéré comme présumé innocent de toute accusation de génocide pour le moment. Par contre, en septembre 2021, il a déclaré à l'état civil de la ville de Gisors où il résidait un enfant de 11 ans qu'il disait avoir eu avec une femme rwandaise qui se trouve également à Gisors. Et quand l'évêque, Monseigneur Nourichard, l'évêque d'Évreux, l'a appris, il a immédiatement interdit d'office le père Munyeshaka. Il a engagé une instance auprès de la juridiction religieuse qui s'est traduite par une décision du pape lui-même, le pape François, qui le 23 mars a renvoyé de l'état clérical le père Munyeshaka, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé à l'état laïque. Il n'est plus prêtre, il n'a plus le droit, bien sûr, d'exercer en aucun domaine de l'Église, et puis il a même interdiction, enfin une invitation ferme à ne pas se montrer dans les églises où il a officié. Voilà la situation aujourd'hui. Donc, il est bien sanctionné par l'Église pour avoir eu un enfant, alors qu'il n'a pas le droit, évidemment, de faire les enfants, et s'il les reconnaît, évidemment, il aggrave son cas, il le rend évident, mais il n'est pas actuellement poursuivi en France pour génocide, puisqu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu il y a déjà plusieurs années. Il ne pourrait être inquiété que si des plaignants présentaient des preuves ou des témoignages nouveaux susceptibles de relancer l'instruction judiciaire. Mais ça n'est pas le cas pour le moment. Évidemment, le fait qu'il soit sanctionné par l'Église peut inciter des personnes à produire des témoignages qui l'impliqueraient, mais ça n'est pas le cas, je le répète, pour le moment.
Alors, Jean-François, on parle des centaines de milliers d'euros dépensés par l'Église pour assurer la défense du prêtre, de l'abbé Mounié Chaka, tout au long de toutes ces années où il a été poursuivi par la justice. Est-ce que peut-on dire qu'avec l'Église qui s'est détachée de lui par rapport à sa méconduite, peut-on imaginer une ouverture, par exemple, d'un dossier contre lui? Peut-on dire qu'aujourd'hui, il est, entre guillemets, atteignable sur le plan de la justice? Quand un prêtre est poursuivi en justice, il bénéficie de ce qu'on appelle une défense fonctionnelle, c'est-à-dire que l'évêque du diocèse assure les dépenses d'avocat devant le juge. Et en l'occurrence, après l'inculpation de Mounié Chaka, donc en 1996, il a bénéficié des services d'un très gros cabinet d'avocats parisien, le cabinet Dupeux, Skornicki, Malassi, qui l'a défendu pendant donc une vingtaine d'années. J'estime personnellement que l'Église a payé entre 1 et 2 millions de dollars pour la défense du prêtre. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'il est renvoyé de l'état clérical à l'état laïque, bien sûr, l'Église ne paiera plus sa défense. Évidemment, ça va compliquer sa situation, notamment parce qu'il avait porté plainte contre au moins un journaliste pour atteinte à la présomption d'innocence. Soit il devra assurer lui-même ses dépenses d'avocat, il ne pourra pas évidemment dépenser autant d'argent que précédemment, soit il devra renoncer à ses procédures judiciaires. Voilà, on aura compris vos propos. Merci beaucoup Jean-François pour cet éclairage. Merci Edis Abiti. Voilà. Au revoir. Voilà, Jean-François Dupaquier, journaliste ainsi que écrivain. Il a notamment travaillé avec Jean-Paul Chrétien ou encore Marcel Kabanda sur notamment les médias de la haine sur le génocide commis contre le Tutsi. Aussi, a ajouté que pour ce qui est de l'abbé Wenceslas Mounié Chaka, celui-ci est donc dispensé de toutes les obligations découlant de l'ordination sacrée et celui-ci donc perd automatiquement tous les droits propres à l'état clérical et exclut donc de distribuer la communion nulle part et il doit éviter les lieux où son statut antérieur est connu. Ce décret donc a pris effet immédiatement. Toujours au même chapitre, nous sommes rejoints toujours en France par Maître Richard Dissagara. Il est donc avocat à Pontoise et il a notamment assisté, il a donc assuré la défense notamment des victimes du génocide commis contre les Tutsis, la poursuite des responsables de ce génocide notamment en France. Maître, bon après-midi. Oui, bon après-midi à vous. Merci pour votre invitation. Voilà. Maître, déjà, on l'a compris avec les propos de Jean-François Dupaquier, ce dossier n'a rien à voir avec la justice, mais puisque vous êtes un homme de justice, comment est-ce que vous qui avez travaillé longtemps, notamment sur le dossier contre Mounié Chaka, vous en connaissez quelque chose, comment est-ce que la nouvelle a été déjà prise, même si ça n'a rien à voir avec la justice pour le moment? Comment avez-vous vécu ce moment ou comment avez-vous accueilli voilà, cette annonce? Oui, écoutez, cette annonce, pour ma part, et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, elle ne nous a pas surpris. Pourquoi? Parce que pour exercer un métier comme celui-là, une charge spirituelle, encore faut-il que l'on soit irréprochable moralement. Et je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que cet individu n'est pas irréprochable moralement. Donc c'est une nouvelle qui n'a pas surpris, mais la question qui peut se poser, c'est de savoir pourquoi l'Église a attendu autant de temps pour constater cette infraction, constater que cette personne ne méritait pas d'exercer cette fonction. Alors, la question aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que, puisqu'il était quand même assisté pendant tous les procès, il a été poursuivi en France et l'Église, comme on l'a entendu dans les propos de Jean-François Dupaquier, l'Église a quand même mis la main à la poche pour assurer sa défense. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui,
sur le plan de la justice, il est fragile, il est atteignable. On peut dire que si jamais un dossier était sorti contre lui, un nouveau dossier, il serait dans une mauvaise posture? Oui, alors, être atteignable, oui, il est sur le plan de la justice, il est atteignable. Vous savez, Munyecheka n'a pas été déclaré innocent des faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas été acquitté. Il a tout simplement bénéficié des non-lieux. Donc, cela veut dire que si jamais il y a des charges nouvelles, s'il y a des éléments qui sont découverts qui n'étaient pas dans le dossier avant, il peut être poursuivi cette fois-ci et ces nouvelles charges peuvent amener à sa condamnation. Donc, il est aujourd'hui atteignable par la justice. Alors, pour revenir à la question que vous posez, le fait que le clergé, l'Église payait ses frais, je pense qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les victimes du génocide, en tout cas pour toutes les personnes qui attendent à ce qu'ils répondent de ces actes devant la justice. Pour se défendre, on a besoin des frais de procédure. Et si ces frais de procédure ne sont pas pris en charge par le clergé, ne sont pas pris en charge par l'Église, je pense que ça va effectivement compliquer son dossier. Il faut rappeler que M. Munyecheka, qui est aujourd'hui donc ex-prêtre, il a intenté plusieurs procédures, notamment pour toutes les personnes qui voulaient le mettre en cause. C'était une sorte d'intimidation parce qu'on n'osait pas parler de lui parce qu'il faisait des procédures à tort et à travers contre toutes les personnes qui parlaient de lui. Donc, à mon sens, s'il ne bénéficie plus de ces frais de procédure, il ne va pas intenter des procédures contre toutes les personnes qui parlent de lui, ce qui était une sorte d'intimidation par rapport aux personnes qui osaient le mettre en cause. Donc, le fait qu'il ne bénéficie plus de ces frais-là va effectivement, à mon sens, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui s'intéressent à son dossier. Alors, Maître Edissagara, peut-être pour filer avec l'actualité, est-ce qu'on peut savoir, il y a certains dossiers qui étaient annoncés pour le mois de mai, le mois en cours. Y a-t-il des procès déjà annoncés pour ce mois? Où en êtes-vous avec les dossiers des cas des génocidaires? Oui, alors oui, il y a une grosse activité en ce début du mois de mai. La semaine prochaine, le 9 mai, va débuter d'abord le procès de Félix Tedjekimana, alias Biguma, qui s'est donné le nom de Manier lorsqu'il est arrivé en France. C'est une personne qui est poursuivie pour génocide, pour des faits notamment qui ont eu lieu à Nyanza, à Dalomayaga et à Lizar Songa. Donc, c'est des faits qui sont très graves. C'est une personne qui a été poursuivie alors qu'il avait la nationalité française et qui s'est enfui au Cameroun lorsqu'il a appris qu'il était poursuivi. La France a dû demander au Cameroun de l'arrêter, de l'extrader. Il a été arrêté, il a été extradé. Et la spécificité de son cas, si on peut appeler ça une spécificité, c'est qu'il va être jugé en détention parce qu'il fait partie de... vous savez que pour les deux derniers dossiers, Bouti Baruta et la personne qui a été jugée, Claude Mouraïmana, était en liberté. Lui, il est en prison parce qu'on estime que la remise en liberté pourrait poser problème pour sa représentation devant la justice. Donc, il y a ce dossier qui débute le 9 mai, mais ce n'est pas le seul, parce que le 9 mai, également, nous aurons à plaider sur les intérêts civils des parties civiles, c'est-à-dire que nous allons demander des dommages et intérêts pour les victimes qui sont intervenus dans les dossiers de Bouti Baruta et dans le dossier de Claude Mouraïmana. Donc, nous avons trois procédures, trois dossiers qui vont être appelés le 9 mai, et sachant que le dossier des intérêts civils, c'est seulement sur une journée, mais le procès pour Philippe Tedjekimana va durer jusqu'au fin juin. Donc, c'est une activité assez chargée sur le plan de la justice ici en France. Merci beaucoup, Maître Richard Edissagara, pour ce décryptage et surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup en tout cas. Poursuivons avec l'actualité en national, avec notamment un cultivateur de pommes de terre d'origine irlandaise en provenance du nord et de l'est a déclaré à une délégation ministérielle que les agriculteurs locaux
ont du mal à trouver des semences améliorées de pommes de terre irlandaises et à prix abordable. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et son collègue de l'Agriculture et des Ressources animales ont tenu à rassurer ces cultivateurs que ce problème sera résolu dans un bref délai. Certains producteurs de pommes de terre d'origine irlandaise de la province de l'Est et du Nord ont profité de la présence de deux ministres, celui du Commerce et celui de l'Agriculture, pour évoquer les défis auxquels ils sont actuellement confrontés. Les défis auxquels nous avons été confrontés est de trouver la sémence améliorée des pommes de terre irlandaises car elles étaient chères et ne pouvaient être trouvées qu'à certains endroits. Nous demandons au ministre de redoubler d'efforts pour s'assurer que ces multiplicateurs de semences fournissent autant de semences améliorées que possible pour nous aider à obtenir une productivité suffisante car elles peuvent être adaptées avec cette terre qui est endommagée. Au cours d'une réunion qui a regroupé les ministères de l'Agriculture et des Ressources animales, les ministères du Commerce et de l'Industrie, les agriculteurs, les négociants et les commerçants de cette culture en province du Nord et de l'Est, la question d'un supplément de 5 francs rwandais par kilo a été évoquée. Dr Ildefonse Musafiri, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, a souligné qu'ils allaient suivre cette question des multiplicateurs de semences qui causent la rareté des semences améliorées dans la région. Nous voulons faire une inspection sur les multiplicateurs de semences afin que nous puissions savoir à qui nous avons fourni les semences, où ils travaillent et tous les détails à son sujet, afin que nous puissions nous assurer que ceux qui ont les semences soient en mesure de fournir une productivité suffisante. Et quand ça sera fourni, et aussi pour ceux qui veulent des semences, savoir où trouver des semences améliorées pour qu'on puisse assurer d'améliorer de 5% des semences améliorées pour atteindre 40 à 50% l'année prochaine. Donc nous pouvons trouver des bonnes semences améliorées pour remplacer les mauvaises. Nous voulons simplement fournir des bonnes semences améliorées issues de la recherche. À propos des nouveaux prix établis pour les pommes de terre irlandaises, le ministère du Commerce et de l'Industrie a révélé qu'il existe certains endroits qui n'appliquent pas ce prix, en particulier à Kinigi. Le ministre du Commerce, Dr Chrysostome Ngabitsinze, a souligné qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne se conforment pas au prix fixé. C'est ce que nous avons expliqué à Burera. Lorsque vous souhaitez mener vos activités en fraude, cela signifie que vous créez plus de problèmes, tels que des problèmes de sécurité. Nous connaissons nos frontières et nous sommes également conscients des produits qui passent sur ces frontières. Nous savons qu'à certaines frontières, nous faisons du petit commerce transfrontalier, comme ce que nous appelons informel, où le commerce est fait entre pays voisins. Mais il y en a aussi d'autres où les camions passent et les exigences pour cela sont également connues. Je voudrais exhorter les gens à obtenir des permis pour effectuer le commerce. S'ils ne le font pas de manière transparente, il y a des sanctions. D'autres mesures ont été prises au cours de cette réunion qui visaient à résoudre le problème existant pour assurer l'amélioration de la culture des pommes de terre. Il a été approuvé que cette réunion soit réalisée chaque trimestre. C'est donc par cette bonne nouvelle et surtout de la fierté africaine que nous mettons un point final à notre édition. Merci pour votre fidélité et surtout votre attention. Je m'appelle Edis Abiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.